Hachette Livre, 2010. Le tour du monde en 80 jours. Chapitre 1. En l'année 1872, au numéro 7 de la rue Savile Row, vivait Phileas Fogg. L'une des personnes les plus étonnantes et les plus remarquées du Reform Club de Londres. On ne savait rien sur cet homme tranquille. On savait seulement qu'il était beau et très poli. Il n'était ni industriel, ni marchand. Il faisait partie du Reform Club. Et voilà tout. Était-il riche ? Sûrement. Mais on ne savait pas comment il avait gagné tout cet argent. Il ne le dépensait jamais inutilement. Et il savait donner avec beaucoup de bonté. Avait-il voyagé ? Sans doute. Personne ne connaissait mieux que lui tous les pays du monde. Mais ce qu'il savait, il l'avait peut-être appris dans les livres. Depuis de longues années, il n'avait pas quitté Londres. Il passait son temps à lire les journaux et à jouer aux cartes. L'argent qu'il gagnait au jeu ne restait jamais dans son portefeuille. Il le donnait aux pauvres. Mr. Fogg, il faut bien le remarquer, jouait pour le plaisir de jouer. Le jeu était pour lui une façon de se battre avec la chance, mais de se battre sans mouvement et sans fatigue, seulement par l'adresse de l'esprit. Il n'avait ni femme, ni enfant, ce qui peut arriver à des personnes très bien. Il n'avait ni parents, ni amis, ce qui est plus rare en vérité. Il vivait seul dans sa maison de Savile Row, où personne n'entrait. Il n'avait besoin que d'un serviteur. Il déjeunait et dînait au Reform Club, chaque jour, aux mêmes heures et à la même table. Il rentrait chez lui à minuit juste et se couchait tout de suite. Sur 24 heures, il en passait 11h30 chez lui pour dormir et pour se laver. De cette façon, son serviteur n'avait pas beaucoup de travail à faire. Il devait surtout ne jamais être en retard et ne jamais se tromper. Ainsi, ce matin du mercredi 2 octobre, Mr. Fogg a décidé de remplacer Forster parce que ce garçon lui a apporté pour le raser une eau qui n'était pas assez chaude. Elle était à 84 degrés Fahrenheit et non pas à 86 degrés, comme il le fallait. Il attend donc un nouveau serviteur. Il regarde tourner l'aiguille d'un réveil posé sur la table. Ce réveil est une très belle petite machine qui donne les heures, les minutes et les jours de l'année. À 11h30, comme d'habitude, Phileas Fogg doit quitter sa maison pour aller au Reform Club. À ce moment, on frappe à la porte. C'est le nouvel employé qui arrive enfin. « Vous êtes français et vous vous appelez John ?»« Jean, monsieur. Jean Passepartout.
ainsi nommé parce que je sais me débrouiller. Je crois être un bon garçon. Mais je dois vous dire que j'ai déjà fait beaucoup de métiers et que j'ai même travaillé au théâtre. J'ai quitté la France il y a 5 ans et je suis en Angleterre où je voudrais avoir une vie de famille. J'étais sans travail quand j'ai appris que vous étiez l'homme le plus tranquille de la ville et je suis venu chez vous. Votre nom me plaît. On m'a dit du bien de vous. Vous savez ce que je veux? Oui, monsieur. Bien. Quelle heure avez-vous? 11h25, monsieur, répond Passepartout en regardant sa montre. Ce n'est pas l'heure juste. Pardonnez-moi, monsieur. Votre montre est en retard de 4 minutes. Ne l'oubliez pas, c'est important. Donc, à partir d'aujourd'hui, 11h29 du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous êtes à mon service. Puis, Phileas Fogg sort sans ajouter un seul mot. Passepartout reste dans la maison de son nouveau maître. Il commence à tout regarder, depuis la cave jusqu'au grenier. C'est une maison très propre, très confortable, très bien rangée. Au 2e étage, il trouve sa chambre. Elle lui plaît beaucoup. Sur la cheminée, il y a un réveil électrique qui ressemble à celui que Phileas Fogg regardait tout à l'heure. Les deux appareils battent au même moment, la même minute. À côté de ce réveil, Passepartout remarque un papier où son maître a écrit comment tout doit être fait chaque jour. À 8 heures, Mr. Fogg se lève. À 8h23, il faut servir le thé et le petit déjeuner. À 9h37, il faut apporter de l'eau pour la barbe, etc. Dans cette maison, il n'y a pas de livre, pas de bureau, même pas de papier à lettres, parce que Phileas Fogg lit et écrit toujours au Reform Club. En voyant tout cela, Passepartout se frotte les mains et il répète avec plaisir: « Voilà mon affaire! Voilà une bonne maison! Jusqu'à maintenant, j'ai travaillé dans beaucoup de familles, mais partout, j'ai été très malheureux. Je vais enfin pouvoir vivre en paix. » Phileas Fogg a quitté sa maison de Savile Row à 11h30. Il a placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit. Il est arrivé ainsi au Reform Club. Il s'est installé à sa place habituelle, dans la salle à manger, où son déjeuner était servi. À 12h47, un garçon lui a apporté le Times et le Standard. Il a lu ces 2 journaux depuis la première ligne jusqu'à la dernière. Cela a occupé tout son après-midi. Ensuite, il a dîné. Puis,
est revenu dans la grande salle pour y attendre les 5 personnes qui jouent chaque soir aux cartes avec lui. Comme d'habitude, à 7h10, les 5 amis entrent dans la salle. L'ingénieur, Andrew Stuart, les banquiers, John Sullivan et Samuel Fallentin, Thomas Flanagan, directeur d'une très grosse usine de bière, et Gauthier Ralph, un des directeurs de la Banque d'Angleterre. « Eh bien, Ralph, demande tout de suite Thomas Flanagan, où en est cette affaire de vol ? La banque ne retrouvera jamais son argent, dit Andrew Stuart. J'espère au contraire que nous prendrons facilement le voleur, répond Gauthier Ralph. Nous avons envoyé des policiers dans tous les grands ports d'Europe et d'Amérique. Ce soir-là, tout le monde parle de la même chose. On a volé 55 000 livres sterling à la Banque d'Angleterre. Phileas Fogg et ces messieurs se sont assis à une table de jeu et se sont mis à jouer aux cartes. Ils continuent à discuter du vol. Il n'y a plus un seul pays où le voleur pourrait se cacher. Où voulez-vous qu'il aille ? Demande Gauthier Ralph. Je ne sais pas, répond Andrew Stuart. Mais la terre est assez grande. Elle l'était, dit Phileas Fogg. Mais maintenant, elle est plus petite, parce que nous pouvons en faire le tour beaucoup plus vite qu'il y a 100 ans. Oui, c'est vrai. Il faut seulement 3 mois pour faire le tour du monde. Même pas. 80 jours seulement, reprend Phileas Fogg. Depuis que, en Inde, la ligne de chemin de fer entre Rothal et Allahabad a été ouverte. Voici le conte que vous pouvez lire dans le journal Morning Chronicle. De Londres à Suez, par le train et par le bateau, 7 jours. De Suez à Bombay, par le bateau, 13 jours. De Bombay à Calcutta, par le train, 3 jours. De Calcutta à Hong Kong, par le bateau, 13 jours. De Hong Kong à Yokohama, par le bateau, 6 jours. De Yokohama à San Francisco, par le bateau, 22 jours. De San Francisco à New York, par le train, 7 jours. De New York à Londres, par le bateau et le train, 9 jours. Total, 80 jours. Je voudrais bien voir ça, dit Andrew Stuart. C'est impossible. Partons ensemble, et vous verrez, lui répond Phileas Fogg. Non, je ne suis pas fou, moi. Faites-le donc. Je le veux bien, et tout de suite. Mais sachez que c'est vous qui paierez. Eh bien oui, Mr. Fogg. Je vous donnerai 4 000 livres sterling
si vous réussissez à faire le tour du monde en 80 jours. Ce n'est pas sérieux, dit Valentine. Vous savez bien que pour faire ce voyage, en si peu de temps, il faudra sauter du bateau dans le train et du train dans le bateau. Je sauterai, messieurs. Nous sommes aujourd'hui mercredi 2 octobre. Je reviendrai dans cette même salle du Reform Club le samedi 21 décembre à 8h45 du soir. Si je ne suis pas revenu, chacun de vous gagnera 4000 livres sterling. Vous êtes 5. Je vous laisse donc un chèque de 20 000 livres sterling. Vous le garderez jusqu'au soir du 21 décembre. Si je ne suis pas à Londres ce jour-là, vous pourrez aller le lundi d'après à la banque pour prendre l'argent. Êtes-vous d'accord? Oui, tout à fait, répondent les 5 amis. Si au contraire, vous réussissez, c'est nous qui vous donnerons chacun 4000 livres sterling. Cette fois encore, Phileas Fogg ne joue pas pour gagner de l'argent. Il a très rapidement compté dans sa tête que ce voyage autour du monde lui coûtera sans doute près de 20 000 livres sterling. S'il rentre à Londres le jour dit, il retrouvera justement ce qu'il aura dépensé, sans rien gagner de plus. Mais s'il a du retard, il perdra le double de cette somme. Le prix du voyage d'abord, et ensuite le chèque laissé à ses amis. Alors, il ne lui restera plus rien. Il est 7 heures du soir. Phileas Fogg, qui ne se dépêche jamais et qui est toujours prêt, a décidé de prendre à 8h45 le train de Londres à Douvres. En arrivant chez lui, il appelle Passepartout. Nous partons tout de suite pour la France. Monsieur s'en va? Oui, nous allons faire le tour du monde. Passepartout ouvre des grands yeux et répète sans comprendre « Le tour du monde ?» En 80 jours. Ainsi, nous n'avons pas un moment à perdre. Mais les valises? Pas de valises. Un sac seulement. Dedans, 2 chemises et des chaussettes. Autant pour vous. Nous achèterons le reste pendant le voyage. Passepartout ne répond pas. Il se demande « Est-ce que mon maître est fou? Ah, vraiment, je n'ai pas de chance. » À 8 heures, tout est prêt. « Bien, » dit Phileas Fogg. « Prenez aussi cet autre sac, et ne le perdez pas. C'est l'argent du voyage. » Passepartout et son maître montent alors dans une voiture qui les conduit vite à la gare de Charing Cross. Quand ils s'arrêtent, une vieille femme, très pauvre, vient vers eux. Elle marche pieds nus et tient par la main un enfant. Elle leur demande un peu d'argent. Phileas Fogg tire de sa poche tout ce qu'il a gagné au jeu dans la journée, c'est-à-dire 21 livres sterling. « Tenez, ma pauvre femme, dit-il,
J'ai été bien content de vous rencontrer avant de partir. » Sur le quai de la gare, Phileas Fogg aperçoit les messieurs du Reform Club qui sont venus pour lui dire au revoir. Ils sont un peu gênés parce qu'ils savent que leur ami va jouer un jeu très difficile et qu'ils sont 5 contre 1, ce qui n'est pas juste. « Messieurs, » dit Phileas Fogg, « je pars. Les signatures des polices étrangères sur mon passeport vous montreront si j'ai vraiment fait le tour du monde. » 5 minutes après, le train roule dans la nuit noire. Il tombe une pluie fine. Les 2 voyageurs sont assis à leur place. Phileas Fogg ne parle pas. Et Passepartout, qui ne comprend pas encore très bien, serre sur lui le sac plein d'argent.